Merci beaucoup d'être parmi nous. Donc, je vous présente à l'instant Simon-Pierre Savard-Tremblay. Il est détenteur d'un baccalauréat en sciences politiques. Je ne savais pas, Université de Montréal ou l'UQAM? Université de Montréal. Il termine présentement une maîtrise en sociologie à l'UQAM. C'est terminé. Donc, il publie régulièrement des textes d'opinion dans les journaux du Québec, en plus d'être un collaborateur assidu à la revue L'Action nationale depuis plusieurs années, malgré son jeune âge. Au niveau politique, il a été président de l'aile jeunesse du Bloc québécois de 2010 à 2012. Il est présentement président de Génération nationale, organisme qu'il a fondé en 2013 et qui est voué à la promotion de l'idée de nation auprès de la jeunesse québécoise et bien entendu de l'indépendance du Québec. Aujourd'hui, il a l'immense plaisir de venir nous parler de son tout premier livre en carrière et je pense pas que ça soit le dernier. Donc, vous l'avez vu, c'est Le souverainiste de province, publié tout récemment chez Boréal. Donc, à toi, Simon-Pierre. Bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend? Parce que le micro est un peu bas, donc je veux être certain que tout le monde m'entende avant que je commence. Bien évidemment, merci à vous tous d'être là, d'avoir survécu à la neige. Parce que moi, j'ai toujours l'impression, à chaque année, à chaque hiver, à chaque première neige, on a l'impression que c'est la première fois qu'on voit ça de notre vie. C'est des complications bureaucratiques incroyables, les autobus qui sont en retard de 2 heures, le déneigement qui se fait pas en une semaine. On dirait que c'est comme la crise généralisée qu'on n'a jamais vu ça avant. Enfin bon, on ne changera pas le fonctionnement de la ville de Montréal ce matin, sinon ça serait bien différent dans bien des cas. Alors, merci à vous d'être là d'une part, et merci également à la Société Saint-Jean-Baptiste pour sa généreuse invitation. Ça me fait très plaisir d'être là et de pouvoir vous présenter le contenu de mon premier ouvrage, qui, il me semble, tombe un petit peu, je dirais, tombe dans un moment où les questionnements sont très nombreux autour du mouvement indépendantiste et de la non-réalisation aujourd'hui, en 2014, de l'indépendance du Québec. D'ailleurs, ce livre était jadis un mémoire de maîtrise, et je me rappelle que pendant la campagne électorale, alors que j'étais en train de terminer sa première version, était arrivé l'épisode du fameux point levé. Il est donc arrivé un moment où un candidat vedette nouvellement recruté a poussé le PQ à troquer le pilote automatique sur lequel il menait sa campagne jusqu'à ce moment-là pour le remplacer par la gestion de crise. Le PQ a alors montré qu'il était totalement incapable de répondre sur son plan d'action, sur son plan de match concernant son projet fondamental, répétant qu'un référendum sur l'avenir du Québec pourrait avoir lieu peut-être éventuellement après 3 mandats même. Mme Marois disait que ça pourrait être pas avant 3 mandats, inquiétez-vous pas, ou ça pourrait même être jamais si les Québécois sont jamais prêts. Alors en 2014, donc, le Québec n'est toujours pas un pays indépendant. Les souverainistes, aujourd'hui, n'ont jamais semblé aussi déconnectés du réel même. Cette année, donc, en 33 jours, le Parti québécois est passé d'une situation de futur gouvernement majoritaire à 3e parti, ayant terminé derrière un parti dont la popularité est en hausse d'élection en élection, qui est le Parti des abstentionnistes. Plusieurs s'interrogent donc, puis il n'y a pas simplement mon essai, il y en a d'autres qui sont sortis ces derniers temps, mais depuis, je ne parle pas simplement de ce mois-ci, depuis des années, depuis la décennie 2000, depuis même, je trouvais ça amusant parce que je suis tombé l'autre fois sur une revue d'histoire de 1975, alors qu'on croyait, alors qu'on était dans une domination du gouvernement Bourassa, une domination assez forte au niveau parlementaire. Je trouvais la revue, j'ai trouvé une revue où c'était écrit « Le nationalisme québécois à la croisée des chemins ». 1975. Déjà.
Donc plusieurs s'interrogent donc sur les causes profondes de l'échec de l'indépendance. Certains cherchent des raisons fondamentales, des facteurs structurels qui seraient trouvables dans notre culture même, dans notre ADN. On entend toutes sortes d'interprétations comme quoi nous serions une société condamnée à l'инachèvement. Pour les plus virulents d'entre eux, on pointe le confort, l'indifférence, tout ce que vous voulez, qui fait en sorte que la nation québécoise manquerait de courage pour son avenir. Ça, c'est une pluie d'interprétations qu'on a là. Ceux qui cherchent dans notre identité, qui seraient nés avec la conquête véritablement, comme quoi l'acte de naissance serait en réalité un avortement d'une nation. Ça, c'est une analyse assez fréquente puis qui revêt plusieurs courants, que ce soit en sociologie, en sciences politiques, en histoire. Il y a un paquet de penseurs qui s'intègrent là-dedans. Mais pour d'autres, ce sont les actions du Parti québécois et du Bloc québécois qui sont en cause. On entend toutes sortes d'interprétations comme quoi, après 1995, le PQ et le Bloc auraient été trop à gauche, trop à droite, trop identitaires, pas assez identitaires. Mais aussi différents, aussi hétéroclites que ces interprétations-là peuvent sembler être, elles ont toutes un point commun. C'est qu'elles pointent l'après-95, l'après-référendum de 95 comme étant le début du marasme dans lequel le souverainisme se trouve actuellement. C'est là où je trouvais important de publier ce livre également, c'est que j'amène une thèse un peu différente, dans la mesure où si, effectivement, après 1995, la bombe à retardement a un peu explosé, son enclenchement était commencé dès les années 70. Dès les années 70, un certain dispositif a été inséré au sein du souverainisme pour le condamner à l'impuissance et le priver de ses assises. Revenons donc même au début des années 50, au début de la décennie, à la fin, de la décennie 1950. La volonté de l'indépendance du Québec a alors trouvé une voie, avec des groupes comme l'Alliance Laurentienne de Raymond Barbeau. À la ferveur militante s'ajoutaient alors des réflexions profondes et originales sur la nécessité, pour le Québec, de se doter d'un État complet dont on n'hésitait pas à définir les contours éventuels. On connaît la suite, le RIM s'est ajouté au lot au début des années 1960, et René Lévesque a quitté le Parti libéral dans la deuxième moitié de la décennie 60 pour aller fonder le mouvement Souveraineté Association et ensuite le Parti québécois. Et les premières campagnes, puis là je reviens sur, je vais passer rapidement justement sur l'ensemble de ces événements-là, on connaît le contexte. Le projet de Souveraineté Association en est un alors qui cherche la souveraineté et une association avec le reste du Canada, mais quelque chose d'important qu'il ne faut pas négliger, c'est le fait qu'en cas de refus de la part d'Ottawa de négocier une nouvelle association, le Québec s'autorise à devenir souverain unilatéralement. On considère d'ailleurs même que c'est fondamental que pour pouvoir négocier quelque chose, une nouvelle alliance avec Ottawa, il faut montrer qu'on est prêt à quitter en cas de refus. Sinon, on n'a pas vraiment de rapport de force. Les premières campagnes du Parti québécois en 1970 et en 1973 portaient sur l'indépendance du Québec. Résolument. En 1960, et quand je dis sur l'indépendance du Québec, ça veut dire qu'il y avait un engagement clair, non pas à faire un vote au Parlement le lendemain de l'élection du Parti québécois. Il y avait un engagement clair à enclencher un processus de reconnaissance internationale, un processus de négociation, l'actualisation, la mise en place d'études sur les pertes du fédéralisme, la mise en place d'une constitution provisoire, pour éventuellement, en fin de mandat, avoir un référendum sur la constitution permanente et le Québec comme pays serait créé dès lors dans les faits, comme dans le droit. Mais en 1973, la campagne a même porté sur le budget d'un Québec indépendant. Plutôt, l'exercice est audacieux.
Jacques Parizeau, d'ailleurs, il a été opposé au début pour la simple raison qu'on l'a appelé alors qu'il était sur les plages, qu'il rentrait avec du sable dans les chaussures en disant « j'étais pas au courant de ce document-là et vous me demandez d'aller le défendre ». Donc, l'exercice était très certainement improvisé, mais sur le fond, on peut dire que c'est audacieux de faire campagne, non pas contre le budget du gouvernement provincial sortant, mais sur ce que serait un pays indépendant. Hier, j'étais d'ailleurs avec au rassemblement des péquistes de Laval, où je faisais une conférence comme ça, et j'ai lancé la suggestion, comment se fait-il qu'à chaque budget libéral, le Parti québécois ne dépose pas un budget de ce que serait le Québec indépendant à ce moment-là, et sur ses possibilités. Le budget de l'an 1, donc, pouvait sembler divisif à certains endroits, parce qu'évidemment, on peut débattre de est-ce qu'on met trop d'argent dans l'éducation, est-ce qu'on en met pas assez, est-ce qu'on devrait en mettre plus dans la santé, etc. Sauf que là où le document est intéressant, c'est qu'il nous montre quelles sont les possibilités d'un Québec indépendant. Mais finalement, la campagne a très mal tourné, et dans les derniers jours, de manière complètement opposée au programme du Parti québécois, une carte de rappel est envoyée dans les foyers. Carte de rappel qui dit « Cette année, on choisit un bon gouvernement et dans 2 ans, on choisira par référendum notre avenir collectif. » Donc c'était un document qui non seulement va à l'encontre du programme à ce moment-là, non seulement une décision, c'est un document qui émanait d'une décision qui a été prise en vase clos, mais de surcroît, c'est le premier document qui scinde clairement l'exercice du pouvoir de la réalisation de l'indépendance. Ça ne peut sembler être qu'un changement tactique, mais ce n'en est pas un, et j'y arrive. En 1974, donc, le slogan de 1973 se mute en programme politique. Le programme est donc modifié pour que le PQ sollicite un mandat pour offrir un bon gouvernement de province. Puis, par la suite, il organisera une consultation référendaire consacrée à la question de la souveraineté association. En apparence purement tactique, il s'agissait là d'un virage réel en ce qui a trait au sens profond du mandat qui est sollicité. C'est à partir donc de cet instant-là que le Parti québécois, dont le projet fondamental était l'indépendance du Québec, s'est trouvé plongé dans une situation hautement paradoxale. La conversion du PQ au référendisme a été une transformation radicale de sa vision du politique. Le Congrès dit de l'étapisme, en 1974, a représenté pour les péquistes un véritable pivot dans l'exercice du pouvoir. Et par rapport au sens aussi accordé au processus électoral. Le glissement vers ce que j'appelle le souverainisme de province a alors débuté à une vitesse fulgurante. 1974 représente le franchissement d'un point irréversible qui mène carrément à une nouvelle culture politique. L'élection perd alors son caractère décisionnel. Il faudra donc reporter l'obtention du mandat pour briser le régime à une autre consultation qui serait exclusivement consacrée à la question. En attendant, cela implique qu'on se conforme aux limites de ce régime. L'étapisme s'affichait alors comme la seule posture réaliste, dans le but de rassurer. Ce précepte repose donc sur l'idée que la population ne serait pas prête d'emblée pour l'aventure souverainiste. Même si d'ailleurs, en 3 ans, entre 1970 et 1973, en faisant campagne clairement sur l'indépendance, le PQ a passé de 23% à 30%. 30%, ce qui est 5 points au-dessus de la dernière élection, alors que le PQ s'engageait, jurait ne pas être souverainiste. Donc, si les efforts en vue d'une redéfinition réconfortante de l'image du projet ont toujours été au cœur du souverainisme moderne depuis qu'il est porté par René Lévesque, l'étapisme vise carrément à dédramatiser
le sens profond d'un vote en faveur du Parti québécois. Et en y ajoutant la corde de la gestion quotidienne. On retarde alors la préparation à la reconnaissance de facto de l'État indépendant, parce que, logiquement, si le référendum est le moment inaugural, toutes les autres démarches voulant mener à l'indépendance ne peuvent en principe qu'à être entreprises que non légitimement. L'étapisme fait plutôt reposer tous les espoirs et toutes les possibilités sur une seule consultation référendaire dont l'issue sera fondamentalement déterminante pour l'avenir collectif. La chose se réglerait donc en une seule journée qu'on fêterait lors du grand soir, où assez de bulletins de vote cochés oui auraient été comptés. Mais la transparence extrême, pour commencer, mène à un exercice de stratégie ouverte, où la mécanique est complètement inscrite à la vue de l'adversaire. Ottawa se trouve donc parfaitement en mesure de se préparer et de s'investir dans l'appareil démocratique québécois. L'exemple du référendum de 1995 est éloquent à ce sujet. On se rappelle de l'utilisation de sommes faramineuses pour faire la promotion de l'unité canadienne et des différents octrois massifs de citoyenneté à ceux qui voulaient s'installer au Québec. Je pense que la commission Gomery a d'ailleurs, en 2005, grandement documenté les différentes malversations qui s'étaient produites pendant ce référendum. Donc l'étapisme, il confisque donc une question essentiellement politique, sociale, économique, nationale et culturelle pour l'enfermer dans un espèce de juridisme idéaliste que d'ailleurs les adversaires de la souveraineté ne jugent généralement pas nécessaire de respecter. Il évacue ainsi les notions de rapport de force et de stratégie d'État au profit d'un espoir qu'Ottawa, par esprit démocratique, accepte de négocier et de reconnaître le verdict référendaire. C'est beau la pensée magique. Le souverainisme moderne, qui, je le rappelle, est né du constat que la Révolution tranquille a plafonné, le souverainisme moderne reposait sur la critique du provincialisme, c'est-à-dire qu'il reposait sur le procès d'un cadre étroit de point de vue et pauvre d'ambition, où le Québec serait condamné à discuter constamment de la manière d'aménager son statut minoritaire. Les politiciens provinciaux, d'ailleurs, étaient jadis accusés par le PQ de tourner autour du mirage du pays des merveilles et de condamner par complicité le Québec au folklore et à la petitesse. Or, l'étapisme, il condamne, autant dans la théorie que dans les faits, le PQ à se convertir à la matrice provinciale qu'il dénonçait auparavant. L'étapisme mène le PQ à transformer les scrutins en élections pour un bon gouvernement, à l'instar des autres formations qui, elles, assument clairement et pleinement leur consentement au Canada. Il établit également une corrélation fantasmée, l'histoire nous a montré que c'était une corrélation fantasmée, entre le taux de popularité d'un gouvernement souverainiste et, qui serait le résultat d'une gestion provinciale adéquate, et la progression de la cause. Or, c'est le double piège auquel faisait référence Pierre Bourgault dans son essai « Moi, je m'en souviens ». Un bon gouvernement souverainiste ne démontrerait-il pas que la province de Québec se suffit amplement, que l'on n'a pas besoin d'un pays parce que la province se gouverne déjà très bien, et un mauvais gouvernement souverainiste ne donnerait-il pas envie à absolument personne de vouloir faire un pays avec des gens qui ne sont même pas capables de gérer une simple province? L'étapisme impose au PQ de se convertir à la critique politicienne, donc à jouer le jeu parlementaire, le jeu électoral, au détriment du procès du régime, embrassant une vision essentiellement gestionnaire qui est combinée au danger d'une accoutumance du pouvoir et d'une intériorisation des réflexes de la gouvernance provinciale. Il pousse le souverainisme sur la pente glissante du politiquement correct, qui elle-même l'entraîne sur celle de la peur du conflit ouvert,
On le vu avec le débat sur la Charte de la laïcité. Ne vous inquiétez pas, notre projet est constitutionnel. Les Anglais sont d'accord, n'ayez pas peur. Assimilant lui-même bien souvent la fermeté à l'extrémisme, l'étapisme mène au refus du conflit des légitimités, en donnant son assentiment dans les faits au cadre canadien. Et c'est intéressant de se rappeler d'ailleurs que dans les premiers débats concernant la première version de la loi 101, Claude Morin évoquait, en plein caucus, le fait que ce projet de loi allait créer d'inutiles querelles avec Ottawa, en plus de casser de l'anglais. La dédramatisation du sens profond d'un appui au PQ banalise en elle-même la souveraineté, qui représente si peu une urgence qu'elle peut être remise à plus tard, tandis que les souverainistes admettent implicitement que la véritable priorité réside dans la gestion adéquate de la province. Perdant son caractère incontournable, en dépit de la rhétorique officielle, la souveraineté n'en devient pas pour autant rassurante pour ceux qui la craignent. Le pouvoir provincial est devenu l'objectif central de la première étape, selon la logique étapiste, de la stratégie telle qu'articulée après 1974, et n'est plus un moyen autrement que pour ouvrir la voie à la bonne gouvernance. Le référendum, la seconde étape, est quant à lui passé de moyen éventuel à moyen incontournable pour mener au second objectif, qui est la souveraineté. Mais le statut non écrit du référendum a également changé par la suite. Il est devenu objectif propre, puis horizon lointain, une espèce d'horizon qu'on réglera un jour, alors qu'il faut espérer que la course à la chefferie du PQ ne soit pas qu'une redite de celle de 2005, où ce n'était qu'un débat sur le calendrier, sur la date, sur le momentum, sur l'humeur populaire, à quel moment il faudrait mettre ça, à quel moment pour aller chercher l'appui des gens, comme si la souveraineté n'était qu'un événement, un moment isolé. Mais d'ailleurs, ce n'est même plus la souveraineté, c'est le référendum qui est devenu l'objectif propre et l'horizon lointain. Donc, ça nous met donc ça a recadré le débat au sein des indépendantistes autour de détails, de modalités, de considérations sur l'échéancier, de considérations sur le libellé de la question référendaire, ou encore sur la pertinence ou non d'utiliser des fonds publics pour faire la promotion de la souveraineté. Il me semble qu'on passe à côté de l'essentiel. Il a donné lieu à différentes confrontations autour du calendrier pour contenter les militants. Ça a été l'enjeu, je vous le disais il y a quelques instants, de la course à la chefferie de 2005, ou encore on peut mentionner des événements lorsque Bernard Landry a dit en fin de mandat « Je vous promets que la souveraineté dans 1000 jours », ou encore toutes sortes de formules comme les conditions gagnantes de Lucien Bouchard, l'assurance morale de gagner le référendum de Bernard Landry, ou encore le « Il n'y en aura pas tant que les Québécois ne seront pas prêts » de Pauline Marois. La souveraineté n'est donc aujourd'hui plus que question de momentum, d'humeur populaire et de calendrier. L'équilibre entre rupture et continuité, tel que le souverainisme l'incarnait à ses débuts, dans ses fondements mêmes, a donc été alors brisé. Le vocable représentatif de la rupture est lui-même condamné sur le long terme et tout bonnement évacué. À partir de la seconde moitié de la décennie 90, d'ailleurs, on voit qu'il y a toutes sortes de recherches sur le contenu qu'il faut mettre au projet de souveraineté. D'ailleurs, souveraineté, je l'utilise parce que c'est le seul mot qui, à partir de ce moment-là, semble être politiquement correct et semble pouvoir être employé dans les officines officielles. Donc, après les années 90, la souveraineté embrasse l'univers de la gestion comptable pour devenir le remède au déséquilibre fiscal, au dédoublement administratif, en plus de permettre au Québec de détenir un siège dans les grandes instances internationales. Ça ne devient plus que ça. On y va régulièrement d'ailleurs d'un dithyrambe sur les succès du Québec comme province. Je parle des souverainistes qui vantent les succès du Québec comme province. Et même ce à quoi on ajoute que la grande société moderne du Québec
certes, aspire à la souveraineté un jour, mais en même temps, on salue la grande démocratie canadienne, comme les députés du Bloc le faisaient très fréquemment. Au tournant des années 2000, il y a même un second discours messianique qui va le doubler sur sa gauche, qui vise à combler évidemment une certaine vacuité dans le souverainisme officiel. Alors là, la souveraineté devient alors une affaire de valeur, celle d'un Québec progressiste versus un Canada conservateur. Les actions des souverainistes relèvent alors d'une conjoncture à laquelle ils se sont conformés plutôt que de tenter de la briser. Parce qu'on a complètement oublié ce que pouvait être la notion d'intérêt national. Et ça dépasse toutes les étiquettes de gauche, de droite, de progressisme, de conservatisme. Ce même intérêt national qui, jadis, semblait pourtant être au cœur de la doctrine qui était portée par le souverainisme contemporain. L'État est l'outil central de la relation entre gouvernant et gouverné. En ce qui touche au cas québécois spécifiquement, soit au chevauchement conflictuel entre deux États, qui aspirent à s'établir comme référence nationale, la quête de légitimité et de la contrainte sont au cœur des relations de pouvoir. La légitimité ouvre aux gouvernants la voie d'une action qui est acceptée comme étant normale et juste. En contexte de démocratie libérale, on place généralement dans la souveraineté populaire la base qui confère la légitimité requise. Parce qu'un parti politique, une fois élu, est généralement considéré comme étant légitime pour faire ce pourquoi il a été élu. Puis quand on parle d'ordre démocratique dans les sociétés contemporaines, c'est pour l'opposer à l'ordre marchand et à l'ordre traditionnel qui était plus fréquent dans les sociétés anciennes. On pourrait également ajouter que l'ordre démocratique en question nécessite un espace de souveraineté, donc des frontières pour en délimiter les responsabilités. L'emploi et l'existence même de ces données-là définissent la personnalité d'une nation, mais ne sont inhérents qu'à des États indépendants. Les États partiellement construits ne les possèdent guère et sont condamnés à l'inachèvement, par définition. Mais l'étapisme, lui, se veut une transformation majeure du rapport à l'État qui est entretenu par les souverainistes. Au final, l'étapisme, on peut dire qu'il porte très mal son nom. Parce que plutôt que d'assumer l'existence d'étapes concrètes dans un processus, dans la définition et dans la construction de l'État-nation, il inscrit plutôt l'indépendance dans le registre de l'idéal plutôt que dans celui du politique. Après plusieurs années d'administration de la province, il ne suffirait que de quelques journées référendaires et, à force de démonstrations d'art oratoire et de belles campagnes publicitaires, une majorité voterait en faveur du oui. Ce ne serait qu'une question de papier coché. La souveraineté, alors, ne peut que dès lors s'enfermer dans le domaine des grands concepts, des concepts abstraits. Mais en l'absence d'une démonstration effective, une démonstration réelle, une démonstration dans les faits, la rhétorique, jusqu'à maintenant, n'a jamais réussi à faire véritablement trembler le mur psychologique, n'a jamais réussi à faire sauter le mur psychologique du grand soir. Aussi alléchant que soient les mirages de la terre promise que les souverainistes font miroiter depuis très longtemps. Et le référendum, il polarise autour d'un pays imaginaire, et se solde par son rejet, évidemment, plutôt que d'opter pour une série d'actes d'État qui édifient plutôt le pays réel. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Parti québécois, en plus de ça, dans les années suivantes, introduit deux nouvelles thèses déterminantes. La première faisait de la souveraineté et de l'association des objectifs indissociables. Il s'agissait de faire une reconnaissance de l'impossibilité d'une rupture unilatérale, ce qui laissait à Ottawa la latitude d'accepter ou non la souveraineté association avec trait d'union. En cas de refus, le statu quo constitue logiquement la seule avenue possible. Une telle posture repose donc sur la croyance en la bonne foi d'Ottawa, qui accepterait généreusement le verdict référendaire,
Et d'ailleurs, dès les premiers jours du référendum de 80, Trudeau a été clair, il a dit on ne négociera pas. Ce que René Lévesque ne pouvait pas dire, si tu ne négocies pas, je romps quand même, parce qu'on venait de faire en sorte que les deux étaient indissociables. La seconde thèse qui a été introduite alors a scindé le processus de réalisation de la souveraineté association en deux référendums. Le Parti québécois devait donc remporter une première élection pour obtenir un mandat de bon gouvernement, gagner un premier référendum qui lui accorde un mandat de négocier la souveraineté association avec Ottawa, gagner une deuxième élection et ensuite faire un deuxième référendum sur le résultat des négociations avec Ottawa. Ça fait beaucoup d'étapes, ça fait 4 étapes, 4 occasions pour les fédéralistes, pour les Canadiens, de battre le projet souverainiste. Cet exercice de stratégie se déroulait complètement à la vue de l'adversaire. Ça n'avait aucun bon sens. Puis en 80, on a vu que c'était à la seconde étape de ces 4 étapes que le processus s'est échoué lamentablement. Après avoir perdu le référendum, le gouvernement Lévesque en a pas moins été réélu en évacuant complètement la question de l'indépendance de la campagne électorale. Et en 82, on connaît la suite, le régime Trudeau, à Ottawa, a su profiter de la défaite souverainiste pour accélérer la transformation unitaire, radicale du Canada, basée sur les mythes du bilinguisme et du multiculturalisme, ancrant davantage l'isolement du Québec comme minorité culturellement dévalorisée et éliminant la capacité de cette dernière de s'incarner au sein de ses institutions. Mais contre toute logique à ce moment-là, le durcissement d'Ottawa n'a pas entraîné celui des souverainistes. Au contraire, c'est plutôt sur la voie de la dédramatisation des pertes que le gouvernement péquiste s'est engagé, amoindrissant encore davantage la portée de ses objectifs et des moyens qu'il était prêt à employer pour y parvenir. La direction péquiste a alors estimé qu'il fallait envisager le beau risque d'une réforme du fédéralisme pilotée par les troupes progressistes conservatrices de Brian Mulroney. Alors qu'il me semble que le seul beau risque, c'est celui de notre pleine et entière liberté. C'est ainsi que le souverainisme s'est déployé contre lui-même. Le drame d'ailleurs aujourd'hui, en 2014, des indépendantistes, c'est de ne disposer que d'un vaisseau amiral qui ne navigue que sur les eaux du politiquement correct, tout en ne détenant ni le temps ni les moyens de mettre sur pied un autre véhicule. Il ne faut pas se compter d'autres histoires. Le seul véhicule, c'est le Parti québécois actuellement. Le PQ aura cependant fort à faire, et en peu de temps, pour démontrer qu'il peut établir une stratégie d'État cohérente. Mais la cohérence, c'est précisément ce qui fait le plus défaut au mouvement souverainiste. Pour refaire ses forces et recomposer ses idéaux, le mouvement souverainiste va devoir avoir le courage d'affronter le régime. Parce que la souveraineté, c'est pas simplement un flag sur le hood, comme le disait Jean Chrétien. C'est pas simplement un statut. C'est de changer un régime dans les faits, dans la réalité. Et le régime canadien, il est partout actuellement. Les souverainistes doivent rompre avec la croyance futile qu'ils peuvent limiter les dégâts en contexte provincial. Tout nous indique que ce n'est pas le cas. Tout nous indique que le régime canadien ne fera jamais rien, plus jamais rien pour considérer le Québec, ni même encore moins comme son égal, mais même pas comme une minorité qui a le mérite d'effrayer ou de susciter le respect chez Ottawa. Une simple minorité qu'on peut distraire avec une étiquette ridicule qui est celle de la nation dans un Canada uni. Une minorité à qui on peut imposer un oléoduc, à qui on peut refuser d'appliquer la loi 101 dans ses entreprises, dans les entreprises à charte fédérale qui sont sur son territoire. Une minorité à qui on peut imposer une commission des valeurs mobilières uniques. Une minorité qui n'a aucune importance dans la négociation des traités internationaux, comme l'accord de libre-échange canado-européen, qui va à la fois charcuter l'industrie fromagère québécoise, charcuter Hydro-Québec, charcuter la culture, favoriser une augmentation du prix des médicaments et, en plus de ça, permettre aux multinationales de poursuivre le gouvernement, les États, alors qu'on, dans les cas où elles estiment que leurs profits sont menacés.
Mais le Québec en lui-même peine aujourd'hui à se définir une vision de son intérêt collectif. Une posture indépendantiste cohérente, laquelle nécessite un haut niveau de préparation, doit impérativement y remédier. Y remédier en fournissant une doctrine nationale qui fait cruellement défaut actuellement. Les détails techniques d'alliance électorale entre les partis souverainistes ou de coalition, ça va se régler. Ça va se régler tout seul à partir du moment où l'indépendance va arrêter d'être un fantasme lointain, pour se muter en ensemble de politiques réelles, de politiques effectives. Quelle sera une somme plutôt qu'un moment? Puis, nul besoin de chercher absolument d'ailleurs, selon l'obsession moderniste, comme je vous le disais, à se définir en fonction de la gauche et de la droite, des postures qui sont inhérentes à l'axe idéologique artificiel dans lequel on prétend être, alors que nous ne sommes pas une société normale, nous ne sommes pas une société achevée. On ne devrait pas s'enfarger là-dedans. D'ailleurs, quand on y pense, une des mesures les plus remarquées du Québec moderne, c'est celle du zonage agricole, qui est une mesure qui, en soi, relève d'un certain interventionnisme de l'État. Pourtant, ça a été mis en place par une figure plus conservatrice que progressiste, qui était Jean Garon. Parce qu'à l'époque, on était capable de percevoir ce qui était l'intérêt national, on n'avait pas besoin de s'enfarger dans des étiquettes pour jouer à la société normale et moderne. C'est autour donc des grandes... Parce qu'on n'est pas obligé non plus, dans cette définition d'une doctrine de l'intérêt national, pas obligé de s'enfarger sur le projet exact du pays indépendant. Pas besoin d'avoir des débats sur l'hymne national ou les emblèmes que ce sera, ou devra-t-on augmenter de 30 sous le salaire minimum. En quelque part, ça va être aussi être une démocratie. Les Québécois vont pouvoir voter pour un projet plus précis après de ce qu'ils veulent pendant 4 ans. Pourront élire, seront complètement libres d'élire la gauche, la droite, des incompétents, des gens compétents, de les réélire ou de les battre à chaque élection. Ça s'appelle être normal. Sauf que par contre, il faudrait définir des grandes orientations autour desquelles doivent se construire un ensemble de politiques qui s'inscrivent dans le parachèvement de l'État-nation et ainsi de facto dans la rupture vis-à-vis de l'ordre canadien. Fondamentalement, c'est une nouvelle révolution tranquille dont le Québec a besoin, laquelle mettra fin à un débat politique désespérément provincial. Et quand on dit désespérément provincial, ça veut dire étroit de point de vue et pauvre d'ambition. Un débat au sein duquel le Québec est condamné à discuter constamment de la manière d'aménager son statut d'État incomplet. On le voit avec les débats sur l'austérité. C'est exactement ça. La politicaillerie partisane, qui elle aussi est inhérente au provincialisme, empêche la formulation de solutions concrètes et complètes aux problèmes qui traversent le Québec. Elle tourne autour de la vente de rêves et non de résultats. Notre condition nationale se résume à une acceptation résignée de solutions inadéquates. Mais le provincialisme aplatit la politique. Il représente bien en cela un certain inachèvement de la société québécoise. Même si plusieurs refusent de le voir, ce provincialisme condamne le Québec à la petitesse. En l'absence d'une réelle vision de l'intérêt national, la partisanerie règle seule le jeu politique et celle-ci ne cherche que les slogans accrocheurs pour masquer le manque de contrôle des moyens. C'est malheureusement d'un discours réaliste dont le Québec aurait besoin, qui appelle à l'ambition et au dépassement national. L'État provincial n'a plus d'autre fonction aujourd'hui que de coaliser les intérêts particuliers. Comme ailleurs en Occident, la volonté majoritaire et la légitimité électorale et institutionnelle d'un gouvernement sont en déclin. Mais le provincialisme aggrave les conséquences associées à la crise de la démocratie de représentation. Ce provincialisme impose également des pathologies pour le moins particulières au débat québécois.
faisant passer l'aspiration à l'indépendance pour une obsession particulièrement radicale, confondant l'audace avec l'extrémisme et le compromis avec la compromission, le reniement de soi avec l'ouverture et le déclin avec l'assomption de la modernité réelle. Il érige la médiocrité comme posture réaliste. Puis on voit d'ailleurs que dans le discours des élites médiatiques, intellectuelles, politiques, il y a les bons souverainistes, ceux qui sont portés sur la bonne entente. Il y a les mauvais souverainistes, les radicaux, les indépendantistes, les séparatistes, les radicaux, les méchants, comme Mario Beaulieu, qui avait le problème de vouloir en parler et pas seulement en faire une espèce de mirage lointain. Bravo. Bravo. Mario Beaulieu qui a rompu avec l'héritage des Lucien Bouchard et des Gilles Duceppe, qui, eux, faisaient une opposition disciplinée, respectueuse à Ottawa, qui était la loyale opposition de Sa Majesté. C'était des bons souverainistes que même les Canadiennes disaient qu'ils aimeraient avoir comme premier ministre du Canada s'ils n'étaient pas souverainistes. Donc ça, ce sont les bons. Ce sont ceux qui sont très respectueux des limites imposées par le régime. Les bons souverainistes, tandis que les méchants, ce sont ceux qui veulent en faire un axe réel, qui veulent en faire un cadre d'analyse, un cadre de perception, qui doit transcender toute l'analyse des politiques et la proposition des politiques. Mais ce provincialisme-là, les partisans du pays du Québec, ceux qui le veulent, ceux qui y aspirent, ceux qui y rêvent, devront l'éliminer pour son caractère nuisible plutôt que de s'y conformer. Et ce n'est que dès lors, et je conclus de la sorte, que l'indépendantisme cessera d'être un souverainisme de province. Je vous remercie.